Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 4e webinaire de notre série sur l'anesthésie ostéocentrale. Et ce soir, nous allons parler plus particulièrement des enfants. Il sera animé par le docteur Diaz et le docteur Philippe. Quant à moi, je suis donc Isabelle Ouvrard, spécialiste du Quick Sleeper. Je reviendrai à la fin de cette séance pour vous parler d'un prêt gratuit de l'appareil possible. Sachez d'ores et déjà que pendant cette période compliquée que vous traversez, on a mis en place ces fameux webinars et surtout la possibilité de pouvoir bénéficier d'un appareil à votre cabinet pour pouvoir être plus serein dans vos anesthésies. J'en rediscute avec vous tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne formation à tous et à très bientôt. Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce 4e webinaire d'une série de 5 webinaires dont le programme est affiché ici. Et ce soir, le webinaire s'appelle l'anesthésie ostéocentrale en pédodontie. Et pourquoi ça change la vie? Tout d'abord, quelques mots de présentation. Je m'appelle Stéphane Diaz, j'ai animé les précédents webinaires et là, je serai plutôt en 2e position puisque c'est notre collègue donc, que je vais vous présenter juste après, que je vais demander de vous présenter, à qui je vais vous présenter tout à l'heure. Pour ma part, donc, je suis Stéphane Diaz, je suis praticien dans l'ouest de la France à Nantes. Et donc, j'ai, après un certain nombre d'années d'omnipratique, limité depuis quelques années ma pratique à l'endodontie et à l'implantologie. Pendant mes années de pratique d'omnipratique, j'ai pratiqué l'anesthésie intra-osseuse depuis le début, depuis les années 80. Donc, ça fait très longtemps que je pratique l'anesthésie intra-osseuse, y compris chez les enfants. Et donc là, on a plein de choses à vous raconter et c'est Lauriane qui va vous présenter tout ça. Donc, je vais demander à Lauriane de bien vouloir se présenter tout de suite. Et donc, Lauriane utilise cette technique-là depuis quelques années déjà. Elle va nous en dire un peu plus. Bienvenue Lauriane, c'est à toi. Merci Stéphane. Bonsoir à tous et bienvenue. Donc, moi, je suis le docteur Lauriane Philippe. Je suis pédodontiste exclusive, spécialiste qualifiée en médecine bucco-dentaire et j'exerce en libéral à Chartres ainsi que à l'hôpital de Dreux. Donc, moi, j'utilise les techniques d'anesthésie intra-osseuse chez les enfants depuis 2013. Donc, j'espère que cette formation va vous aider à être plus à l'aise, vous, à vos cabinets, pour utiliser cette technique-là chez les enfants, qui est une technique aussi bien adaptable à l'enfant qu'à l'adulte. Je laisse la main à Stéphane pour la présentation. Ok, super. Merci Lauriane. Donc, avant de commencer, donc, nous déclarons, Lauriane et moi, être en relation avec la société Dental High Tech, pour laquelle nous intervenons lors de séances d'information et de formation. Nous intervenons, pour ma part, j'interviens le plus souvent à l'étranger pour la Dental High Tech Academy, mais j'interviens également en France pour les séances d'information et de formation. Donc, le sommaire de ce webinaire pour ce soir, ce sera le rappel du concept de l'anesthésie ostéocentrale. Un certain nombre d'entre vous ont assisté au précédent webinaire, mais on va de toute façon refaire un petit point là-dessus. Les particularités de la technique chez l'enfant. Donc ça, c'est Lauriane qui nous a fait ça, qui va nous parler des aspects psychologiques et sémantiques. Et je confirme que, effectivement, les aspects sémantiques sont importants chez l'adulte. Ils sont essentiels chez l'enfant. Chez l'enfant, j'ai coutume de dire qu'on n'a pas 3 essais, c'est pas comme un code PIN. Vraiment, l'anesthésie est un geste essentiel. C'est par là qu'on commence et c'est par là qu'on va gagner la confiance de l'enfant. Donc là-dessus, Lauriane est beaucoup plus qualifiée que moi pour vous en parler. Elle va également vous parler du protocole appliqué à l'enfant. Elle va vous présenter quelques cas cliniques et les applications possibles. Et donc, nous aurons un certain nombre de questions-réponses et nous vous invitons d'ores et déjà à poser des questions dans la partie réservée à cet effet sur votre écran. Donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions. On fera une petite séance de questions-réponses après. Comment fonctionne l'anesthésie ostéocentrale? On parle d'anesthésie intra-osseuse. L'anesthésie ostéocentrale est une des techniques disponibles à partir de l'anesthésie intra-osseuse et plus générique, et l'anesthésie ostéocentrale est une des techniques et la technique majoritaire. Donc l'anesthésie ostéocentrale, ça fonctionne de la façon suivante. Nous avons donc 3 étapes à respecter.
3 étapes successives pour réaliser une anesthésie ostéocentrale. La première consiste à faire une anesthésie de la muqueuse. On va mettre quelques gouttes au niveau de la muqueuse. Le goutte à goutte est délivré électroniquement par l'appareil. L'objectif de cette première anesthésie de la papille consiste juste à anesthésier le périoste, qui est la zone sensible, et le périoste va être anesthésié par diffusion au travers de la papille. Une fois que le périoste a été anesthésié, donc on voit, je fais une petite pause là pour vous expliquer le fonctionnement de la rotation de l'aiguille. L'aiguille pénètre à l'intérieur de l'os en alternance de rotation et stop. Ceci, ça a pour effet, pour intérêt d'éviter d'échauffer l'os. Pendant ce temps, il y a toujours une petite goutte d'anesthésie qui sort de l'aiguille. Ensuite, une fois qu'on a atteint la profondeur nécessaire, c'est pas tout à fait la même chose chez l'enfant et chez l'adulte, Lauriane va revenir là-dessus, nous délivrons la quantité d'anesthésique dont nous avons besoin pour l'acte qui est prévu. Et j'ai pour l'habitude de parler de planification, on va planifier notre acte, combien de dents on va traiter, quel problème on va traiter, est-ce que c'est une dent inflammatoire, est-ce que c'est une pulpe inflammatoire, etc. Voilà, un certain nombre de choses, de questions à se poser. Et là, on va avoir une diffusion de l'anesthésique à l'intérieur de la boîte osseuse, à l'intérieur des corticales, dans l'os spongieux. Et donc, on va revenir à la présentation générale. Voilà, une fois qu'on a terminé, on retire l'aiguille sans rotation. Et donc, on revient à notre... excusez-moi, voilà. Hop là, les aléas du direct. Voilà, l'anesthésie ostéocentrale, les 3 étapes. Et ensuite, donc, je vais vous parler des bénéfices de l'anesthésie ostéocentrale en général. Et Lauriane va vous parler des bénéfices de l'anesthésie ostéocentrale au niveau de la spécialité de pédodontie. Donc, en général, pour le cas général, la prise est immédiate. Donc, l'anesthésie intra-osseuse présente l'intérêt d'avoir une prise immédiate. Donc, on passe un tout petit peu plus de temps à injecter, 1 minute 30 à 2 minutes 30 en fonction de ce qu'on va injecter, mais on va démarrer immédiatement. Et surtout sur les molaires mandibulaires en pulpite aiguë. On va éliminer l'engourdissement inutile des tissus mous et les morsures, et ça c'est important chez l'adulte pour des raisons de confort, et pour l'enfant, évidemment, on a un intérêt encore plus important. Lauriane va vous parler de ça. Le geste anesthésique, il est sans stress pour l'enfant, pour le praticien, et il est sans douleur. Et pour nous, c'est vraiment important pour l'enfant d'être sans douleur. On a une meilleure gestion des rendez-vous puisqu'on n'a pas besoin d'attendre que l'anesthésie soit prise. On améliore la rentabilité puisqu'on va gagner du temps. Et ce gain de temps, il est important dans le cadre du contexte actuel où, alors en pédo, je ne sais pas, mais je pense qu'on a aussi intérêt à regrouper les séances parce que bon, le contexte actuel sanitaire, tout le monde le connaît. On va pas passer un quart d'heure à faire une séance et passer notre temps à faire du nettoyage, etc., aération. Enfin, vous avez tout ça, vous vivez tout ça au quotidien. Donc, on a vraiment intérêt à regrouper les séances, y compris dans cette partie-là et dans cette période-là. La satisfaction des patients, eh bien, on la connaît. Chez les enfants, Lauriane va vous en parler. Fidélisation des patients. Voilà, donc une technique qui est tout à fait adaptée à la pédodontie, à mon sens. Et Lauriane va vous en dire plus sur les aspects liés à la pédodontie. Oui, merci Stéphane. Donc effectivement, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'anesthésie ostéocentrale fonctionne chez l'enfant? Eh bien oui, ça fonctionne. Il y aura quelques particularités, quelques spécificités, mais elle fonctionne. Donc déjà, la première particularité, c'est qu'on va utiliser moins de quantité d'anesthésique. Par exemple, pour faire un soin de la 4 et de la 5 temporaire, on va utiliser une demi-dose de carpule d'anesthésie et on aura l'anesthésie nécessaire pour réaliser ces 2 soins. Les aiguilles pour les enfants sont aussi plus courtes. En denture temporaire, on va utiliser des aiguilles spécifiques qui sont plus courtes, sans aucun risque pour les germes des dents permanentes. Et chez l'enfant, on va tout simplement passer, dans les 3 quarts des cas, passer par simple pression la corticale osseuse et on n'utilisera que rarement la rotation. Donc effectivement, la radio peut impressionner puisqu'on voit tout le germe des dents permanentes. Et là, le but de cette formation-là, c'est de vous aider à mieux vous positionner pour avoir des anesthésies ostéocentrales réussies à chaque coup. Donc le principe, Stéphane vous l'a énoncé, c'est d'avoir une anesthésie
complète dans les 3 sens de l'espace. Donc, ce qui va plus gêner les enfants quand ils viennent chez le dentiste, c'est vraiment la peur de l'anesthésie. Et ce qui va gêner le dentiste quand il va soigner un enfant, c'est la peur de l'anesthésie aussi. Donc, on n'aura plus du tout ce problème-là avec les techniques d'anesthésie intra-osseuse, puisque la seringue ne ressemble en rien à une seringue traditionnelle. C'est complètement différent. De plus, l'anesthésie est indolore, que ce soit pendant l'anesthésie de la muqueuse ou pendant la perforation, on ne sent vraiment rien du tout. Et l'anesthésie est complète, donc pas de douleur non plus pendant les soins. Et il n'y aura pas cette sensation d'engourdissement, donc de risque de morsure. Donc la seringue, elle est en forme de gros stylo, de baguette magique. C'est à vous de trouver vraiment vos mots. C'est ça qui va être le plus important, c'est vraiment de trouver votre comparaison, votre métaphore pour expliquer au mieux à vos petits patients. Donc le visuel restera toujours moins agressif qu'une seringue traditionnelle. Donc il ne faut pas hésiter à montrer l'aiguille montée sur l'instrument, à montrer les gouttes sur la main des patients. Moi, je dis aux enfants qu'il n'y a pas d'aiguille, qu'il n'y a pas de piqûre, que c'est un embout à gouttes. Même les parents qui me demandent si je vais faire une piqûre, je dis ben non, je fais une infiltration par un système de gouttes. Et les parents adorent, les enfants adorent, et il n'y a aucun problème. Du coup, l'anesthésie se passe vraiment pour le mieux du monde. Par contre, vraiment montrer, ne cachez rien du tout et montrer vraiment avec l'aiguille en contact sur la main, bien sûr, pas en enfonçant l'aiguille, mais il faut faire focaliser les enfants sur le système de gouttes et non pas sur l'infiltration. Donc les aiguilles, comme je vous disais tout à l'heure, elles sont spécifiques. Alors en denture temporaire, on va toujours utiliser les aiguilles vertes qui sont beaucoup plus courtes. En denture permanente, en général, on va utiliser les aiguilles blanches. Donc les aiguilles, elles ont un double biseau et c'est grâce à ça qu'il n'y aura pas du tout de douleur, même pendant l'anesthésie muqueuse. Le fait que ça soit indolore, ça va beaucoup vous aider pendant les soins puisque vous allez pouvoir travailler en multisecteur, c'est-à-dire que votre enfant, votre patient n'aura pas mal lors de la première anesthésie, donc vous pourrez faire un autre secteur dans la même séance et puis un autre. Et c'est à vous de décider le nombre de dents que vous voulez soigner dans la séance. Et il n'y a plus cette crainte-là. Pas de risque de morsure post-opératoire, bien sûr, et une meilleure efficacité, donc pas de toxicité parce qu'on utilise des doses beaucoup plus faibles qu'en anesthésie traditionnelle. Donc la seule contre-indication, ça va être le manque d'os. Il nous faut une anesthésie intra-osseuse. Donc si jamais on a une résorption, par exemple, osseuse, il y a une infection, donc un abcès, il ne faut pas hésiter à se décaler d'une ou deux dents. L'anesthésie, on sait très bien, elle diffuse mieux de distal en distal, mais elle est aussi rétrograde. Si vous n'avez pas de place en distal, vous vous mettez en mésial. Si vous n'avez pas de place en mésial, vous pouvez faire un point d'injection en distal d'une dent et un point d'injection en mésial de l'autre, de façon à couvrir tout le secteur que vous voulez soigner pendant cette séance-là. Donc, c'est vraiment pas un échec de faire plusieurs points de poncture lors d'une anesthésie intra-osseuse. On peut aussi avoir une résorption osseuse, liée à la physiologie, tout simplement parce que la dent permanente arrive. Dans ce cas-là, moi, je vous conseille de faire une anesthésie des papilles jusqu'à temps que le pourtour de la dent blanchisse. La dent sera assez anesthésiée pour l'extraire et il n'y aura pas les inconvénients de l'appareil apical avec l'engourdissement de la lèvre et le risque de morsure. Donc, le protocole, tout comme chez l'adulte, c'est radio systématique pour savoir où on doit se positionner. Et tout à l'heure, je vais vous montrer sur des cas cliniques vraiment où vous se positionnez en fonction du soin que vous voulez faire et en fonction de la physiologie, de la physionomie du patient, de l'anatomie du patient. Bien sûr, pour voir aussi la situation du germe de la dent permanente. Par exemple, si vous avez une dent permanente, un germe de dent permanente qui est prêt à entrer sur l'arcade, où on ne voit pas transparence dans la gencive, bien sûr, on ne va pas piquer à ce niveau-là. Par contre, on peut piquer à plein d'autres endroits pour endormir la même zone. Donc, on va utiliser toujours de l'anesthésique avec vasoconstricteur pour tous les types d'anesthésie intra-osseuse, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. De toute façon, il nous faut des vasoconstricteurs pour que ça soit efficace. Chez les enfants, dans les 3/4 des cas, on va utiliser de l'anesthésique 1 pour 200 000. On va réserver le 1 pour 100 000 pour les cas où il y a une inflammation, donc notamment en cas d'abcès ou en cas de MIH. On va aussi favoriser le 1 pour 100 000 si on s'éloigne du lieu d'injection. Par exemple, si on n'a pas de place en distal de la dent et qu'on se positionne une dent derrière, et dans ce cas-là, on mettra une anesthésie, on utilisera un anesthésique 1 pour 100 000. En fait, plus on s'éloigne du site qu'on veut endormir, plus la concentration en vasoconstricteur va augmenter et plus la quantité d'anesthésique sera aussi augmentée. Il y a d'ailleurs le docteur Trenso qui a publié une étude pour les patients atteints de MIH
où dans 9 cas sur 10, l'anesthésie intra-osseuse est efficace, avec une carpule de 1 pour 100 millième. Dans un cas sur 10, elle n'est pas efficace et c'est souvent opérateur dépendant. En général, c'est parce que soit on choisit un mauvais point d'injection, un mauvais point de poncture, soit on n'est pas du tout dans l'axe. Donc l'axe des 30 à 40 degrés est vraiment important à respecter pour avoir une anesthésie efficace. Donc chez les enfants, ce qui va bien nous aider, c'est qu'on ne va pas du tout utiliser de topique. L'anesthésie est complètement indolore à condition de bien mettre le repère du biseau dans le bon sens. Si vous êtes presque tangentiel à la gencive, l'anesthésie est complètement indolore puisqu'on n'enfonce que très peu. On enfonce moins d'1 millimètre d'aiguille dans la gencive, dans la papille. Là, on peut le voir sur les photos par transparence. On voit le bout de l'aiguille, notamment sur la photo de droite, par transparence, on enfonce très peu. Une fois qu'on est dans la papille, on va injecter les gouttes au pamplemousse. Donc là, on injecte à la couleur. Dès que la papille blanchit, on s'arrête. Que ça soit 1 ou 2 gouttes ou 20 gouttes, ça va vraiment dépendre de votre patient, de votre soin à faire. Donc vraiment, on le fait à la couleur, il n'y a pas de règle générale. Une fois que la papille est endormie, on ressort bien sûr l'aiguille et on se repositionne pour trouver notre point de poncture. Donc, ce qui est important, c'est l'angulation. Et les points d'appui chez les enfants, ça va être spécifique. Il va falloir vraiment quelle est la tête de votre patient entre vos mains et entre vos avant-bras, de façon à ce que si le patient bouge, parce qu'un enfant, c'est pas forcément très stable ou très stable tout le temps, vos poignets suivent la tête et que l'anesthésie se passe au mieux. Donc, vraiment, toujours de très bons points d'appui. Une fois que vous êtes en contact avec l'os, vous allez enfoncer par simple pression, vous allez enfoncer l'aiguille et vous allez sentir un ploc. Et là, l'aiguille, vous l'enfoncez quasiment jusqu'à la garde. En général, avec une aiguille verte, il reste moins d'1 millimètre d'aiguille visible. Si jamais vous ne sentez pas le ploc, c'est pas grave, vous ressortez l'aiguille et on va lancer la rotation. Avant de lancer la rotation, on sort bien l'aiguille pour faire écouter les cycles de rotation à l'oreille des enfants. Pourquoi ? Parce que l'enfant risque de sursauter lorsqu'il y a les rotations. Donc moi, je dis aux enfants qu'on va faire tourner les gouttes, je leur fais écouter à l'oreille, je leur dis que ça va faire le bruit d'un hélicoptère ou le bruit d'une brosse à dents électrique. Et dès qu'ils ont assimilé le bruit et qu'ils sont prêts, on y va, on se repositionne 30 à 40 degrés et on lance le cycle de rotation en accompagnant bien sûr l'aiguille uniquement sur les phases de rotation. Donc toujours bien prévenir les enfants, et je conseille d'ailleurs aussi chez les adultes de les prévenir, c'est plus sympa, qu'il y aura quelques vibrations quand même. Donc en général, avant 7-8 ans, l'os septal est plus dense, est peu dense, et donc on peut passer par simple pression. Si jamais vous ne passez pas, c'est pas grave, on lancera la rotation. Donc là, par simple pression, on voit que l'aiguille s'enfonce quasiment jusqu'à la garde. Le risque de ne pas enfoncer l'aiguille assez profondément, c'est d'avoir une anesthésie inefficace et incomplète. Donc vraiment, n'ayez pas peur, les aiguilles sont plus courtes, il n'y a aucun risque pour le germe. Vous pouvez enfoncer l'aiguille sans forcer, bien sûr, on se sent vraiment guidé dans l'os. Donc la quantité d'anesthésie va dépendre de ce que vous allez faire. Par exemple, si vous voulez faire une pulpectomie, vous allez mettre plus d'anesthésie pour avoir une durée d'anesthésie plus longue que si vous voulez faire un soin amélodentinaire. Si vous injectez une dent après la dent que vous voulez soigner ou une dent avant la dent que vous voulez soigner parce qu'il n'y a pas d'espace ni en mésial ni en distal, vous allez mettre une quantité plus importante. Ou un vasoconstricteur, une carpule avec plus de vasoconstricteurs. C'est à vous vraiment de juger. Et vous pouvez faire donc plusieurs secteurs dans la même séance, puisque voilà, comme je vous le disais, l'enfant n'a pas d'appréhension pour toutes les anesthésies à suivre. Donc vous pouvez compléter si besoin, s'il vous reste un petit peu de temps dans la séance. Donc là, je vais vous montrer une vidéo chez un de mes patients atteints de MIH, donc qui m'avait été adressé pour une grosse anxiété. Et là, vous allez pouvoir voir sur la vidéo que le patient est complètement détendu. Donc là, on va faire un soin sur une 6. Donc, on fait l'anesthésie de la muqueuse, de la papille. On attend que la papille blanchisse. Donc, vous allez voir sur la vidéo, j'utilise beaucoup l'aspiration. Je fais beaucoup cracher le patient parce que je focalise beaucoup sur le goût. C'est une technique de distraction. Ça me permet de faire focaliser le patient sur autre chose. Et comme l'anesthésique est amère, j'utilise souvent cette comparaison avec le pamplemousse. Une fois que la papille, elle blanchit, on se repositionne, donc des bons points d'appui. Donc moi, je suis droitière, donc je me mets à midi. Je cale bien le visage du patient
avec ma paume de la main gauche et ma main droite, de façon à ce qu'il ne bouge pas. Et là, j'enfonce. Et là, on passe sans rotation. Là, comme c'est une MIH, je vais utiliser une carpule entière de 1 pour 100 000 et ça va être un soin juxtapulpaire qu'on va faire avec de la biodentine. Donc là, le soin est immédiat, hein, il n'y aura pas besoin d'attendre. L'anesthésie est immédiate. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi en particulier sur cette... C'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'on utilisait des aiguilles blanches pour les dents permanentes. Et là, j'ai soigné une dent permanente, mais j'ai utilisé quand même une aiguille verte. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon patient, il a une petite ouverture buccale. Ce qui va être le plus important, c'est de rester dans le bon axe pour avoir une anesthésie efficace. Donc, vaut mieux avoir une aiguille plus courte, être plus loin des apex et mettre plus d'anesthésie, plutôt qu'avoir une aiguille blanche et risquer de la tordre lors de la perforation. Donc, vraiment, à vous d'adapter avec votre position de travail. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les aiguilles blanches parce que vous n'êtes pas dans l'axe, c'est pas grave, vous faites avec l'aiguille verte, ça marche tout aussi bien. Après 7-8 ans, on peut passer aussi sans rotation, sauf qu'on essaie toujours sans rotation, et si jamais ça bloque, là, on va lancer la rotation. Donc, c'est comme chez l'adulte, où vous allez avoir l'impression de traverser plusieurs loges osseuses, en prévenant toujours bien le patient hors bouche, hein, avant les rotations. Donc là, je vais vous montrer cette petite vidéo, qui est aussi faite avec une aiguille verte pour une dent permanente. Et là, donc, on va voir l'anesthésie de la muqueuse. Dès que la papille blanchit, on ressort. Donc, on met plus ou moins de gouttes, hein, c'est vraiment à la couleur. Et on se repositionne. Là, j'ai les bons points d'appui. Je lance le cycle de rotation. Et là, vous voyez, en un cycle de rotation, j'ai enfoncé assez de longueur d'aiguille. Et l'anesthésie va être immédiate. Donc, en général, chez les enfants, en 1 à 2 cycles de rotation, on arrive vraiment à enfoncer la bonne longueur d'aiguille. Hein, donc, il ne faut pas chercher à faire plus. Hein. Donc là, on va voir plusieurs cas cliniques, hein, savoir où se positionner, vous, dans vos cabinets, où vous allez vous positionner en fonction du soin que vous allez réaliser. Donc, par exemple, si j'utilise une carpule de 1 pour 200 millièmes et que je fais une injection entre la 84 et la 85, j'aurai la 84, la 85 et la 83 d'endormis pendant à peu près 45 minutes. Si par contre, j'injecte une carpule d'anesthésique 1-200 millièmes entre la 51 et la 61, on aura tout le bloc incisivo-canin d'endormi, donc assez pour faire les extractions et les pulpectomies des incisives, mais pas assez pour faire une extraction des canines. Et au niveau des canines, on pourra simplement faire un soin amélodentinaire, puisque je vous le rappelle, plus on s'éloigne du point d'injection, moins la profondeur de l'anesthésie, enfin moins l'anesthésie est profonde. Hein. Donc à adapter avec ce que vous vouliez faire. Si jamais vous avez besoin de faire des soins pulpaires sur les canines, je vous conseille plutôt de faire du coup une anesthésie entre la 52 et la 53, avec une demi-carpule entre la 62 et la 63, et vous aurez aussi tout le bloc incisivo-canin d'anesthésier, mais l'anesthésie sera plus profonde. Donc c'est vraiment à vous d'ajuster en fonction du soin que vous souhaitez faire. Donc là, je vous présente les radiographies de Laure, 14 ans. Donc Laure, c'est une ado, donc ça va être le cas le plus simple pour commencer l'anesthésie intra-osseuse chez les enfants. Pourquoi? Parce qu'en général, chez les ados, les trabéculations osseuses, on les voit bien à la radio. Et on a des beaux espaces. Là, on voit bien qu'on a de l'espace en mésial, en distal, un petit peu partout. La seule zone où on a moins d'espace, ça va être en interradiculaire. Dans le cas de Laure, il n'y a pas besoin d'anesthésie interradiculaire. Hein. L'espace en mésial et en distal suffit. Par contre, on aurait eu un cas similaire, un ado à soigner avec pas d'espace en mésial de l'assis, pas d'espace en distal de l'assis, mais avec un bel espace interradiculaire. Là, on aurait pu faire une anesthésie océan centrale interradiculaire qui est tout aussi efficace. Donc, à vous d'ajuster en fonction vraiment des radios de vos patients et en fonction du soin que vous voulez faire. Pour Noan, qui est à 4 ans et qui est polycarié, il y a plusieurs zones où on ne pourra pas se mettre. Toutes les zones, on pourra se mettre dessus.
Par exemple, là, les zones où on ne pourra pas du tout aller, c'est entre la 54 et la 55. On n'a pas d'espace, on est trop serré. Donc là, on se mettra vraiment entre la 53 et la 54, même si on veut soigner la 55. Sauf qu'on mettra une dose d'anesthésie plus importante et on utilisera peut-être une carpule 1 pour 100 millième. Concernant la 51 et la 52, où on a très peu d'espace, on peut soit se mettre entre les deux incisives centrales, soit faire un point de puncture en distal de la 52, soit à ces deux endroits-là. Ça dépend. Si en même temps on a la 53 à soigner, du coup, ça serait peut-être plus intéressant de faire deux points de puncture. Si on a un petit soin à faire aussi sur la 61 et 62, voilà, c'est intéressant de garder quand même le point de puncture interincisif. Donc c'est vraiment à vous d'ajuster en fonction de votre pratique, de votre patient et de vos positions de travail. Pour Manon, qui a 6 ans, c'est un cas qui est très, très fréquent. En fait, on a de la place partout, sauf en distal des canines. Donc, il faut savoir que chez les enfants en denture temporaire, on a très peu de place en distal des canines temporaires. Dans ce cas-là, pour soigner la 4, il n'y a pas de souci, on se met en distal de la 4. Si on avait à faire des soins sur la 3, on aurait fait une injection en distal de la 4 et une injection en mésiale de la 3. S'il n'y avait pas de place en mésiale de la 3, on aurait mis une quantité plus importante en distal de la 4 et une quantité plus importante en mésiale de la 2. Vraiment, à vous d'ajuster, sachant que voilà, c'est pas parce qu'on pique plus souvent que notre anesthésie n'est pas efficace et que notre patient ne reviendra plus nous voir. C'est vraiment le confort du praticien, le confort de l'enfant avant tout dans ce type d'anesthésie. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que la présentation a été claire. Je pense que vous devez avoir des questions, donc n'hésitez pas à les mettre dans la rubrique questions. On va y répondre, on est là pour y répondre. On vous laisse nos mails en plus si besoin. Stéphane, est-ce que nous avons des questions? Pour l'instant, je ne vois pas de questions arriver. J'ajouterais, mais bon, c'est le moment, hein, donc allez-y, s'il vous plaît. On est là pour ça, Lauriane est là pour ça. Et j'ajouterais effectivement, donc super, ta présentation est vraiment très, très claire et nous donne plein de perspectives sur l'anesthésie intra-osseuse chez l'enfant. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dit sur l'anesthésie intra-osseuse en omnipratique, sur l'endo. Faut chercher de l'os en fait. Et il y a toujours de l'os quelque part. Et je vois que c'est pareil chez l'enfant. Donc il faut regarder vraiment les radios un peu partout. On a la panoramique qui nous donne quelque chose. Et quelquefois aussi, si on ne voit pas d'os sur la panoramique, on peut très bien faire des rétroalvéolaires et de toute façon, on a toujours de l'os quelque part. Donc, il n'y a vraiment pas de crainte à avoir, mais il faut s'adapter. C'est une planification, c'est comme sur l'ensemble de ces anesthésies. Il faut chercher où on trouve de l'os. Voilà. Toujours pas de questions? C'est que ça a été super clair. Moi, j'ai une question, Stéphane. Si on fait une apexification et que les apex sont ouverts, donc est-ce que cette anesthésie peut marcher? Est-ce que ce type d'anesthésie peut marcher? Ouais. Alors effectivement, là, on est à la croisée des chemins entre l'endo et la pédo. En ce qui me concerne, effectivement, je fais plus vraiment de pédo, sauf pour traiter chez les enfants ou chez les ados des apex ouverts. Et la plupart du temps, on a besoin de faire une anesthésie, même si quelquefois les dents sont nécrosées, on a quand même souvent besoin de faire une anesthésie pour le confort de l'enfant, pour être sûr d'avoir aucun problème. Et l'anesthésie intra-osseuse est très intéressante pour ça. Il faut vérifier dans ces cas-là qu'on a de l'os sain, c'est-à-dire qu'il faut vraiment vérifier qu'on ne va pas injecter dans une cryptosseuse inflammatoire. Donc ça, c'est une règle générale, tu l'as souligné, mais elle est valable également dans ce cas de figure-là. Et donc ça, on le voit sur un cone beam, parce que généralement, on traite ces apex ouverts dans les cas d'apexification avec un cone beam préalable. Et donc, on va anesthésier à la fois la zone inflammatoire et à la fois la gencive. Donc, on peut très bien poser la digue et on va avoir une diffusion centrifuge de l'anesthésie vers les gencives. Donc, on n'a pas besoin de faire d'anesthésie complémentaire. C'est valable aussi pour mettre des matrices, etc. Très bien, merci Stéphane. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Voilà. J'ai un praticien qui a manqué le début de la présentation et qui voudrait que tu lui expliques l'ambulation en fait. Sur la première vidéo que tu as montrée.
Ah, la première vidéo, ouais, ouais, ouais. Ok, alors on peut soit effectivement, bon, on va pas représenter de toute façon, elle est dispo, vous la trouverez facilement. L'angulation, en fait, il y a deux, on appelle ça l'anesthésie ostéocentrale. L'anesthésie ostéocentrale, c'est une anesthésie qui se fait au centre au centre de l'os, c'est-à-dire entre les racines et entre les corticales osseuses. Donc, on a besoin de vérifier que, excusez-moi pendant ce temps-là, hop là, voilà, faut gérer plusieurs choses en même temps. Donc, anesthésie ostéocentrale entre les racines. Donc, on va choisir sur la radio, on va voir l'angulation mésio-distale, et on va choisir aussi l'angulation vestibulo-linguale. Et donc, là, on dit 30, 45 degrés. En fait, on va pas prendre un rapporteur, il suffit juste de regarder. C'est un peu comme quand on pose des implants. Vous n'êtes peut-être pas tous l'habitude de poser des implants, mais enfin, on va vérifier quel est l'axe de entre les corticales. Donc, on va viser entre les racines. Si on n'est pas exactement au centre, c'est pas très grave, mais il faut viser au centre de façon à ne pas tomber sur une corticale ou sur une autre. Voilà, donc c'est tout simple à faire, c'est un minimum d'observation, et chez les enfants, c'est tout à fait facile de passer entre les corticales. Ok. Ah, eh bien, je vais te repasser la parole. Lauriane, que faire en cas de casse d'aiguille? Est-ce que c'est simple de l'enlever? Allez, hop là, Alors c'est pour oui, toi ça. c'est simple de l'enlever. Alors déjà, les casses d'aiguille sont rares, hein. C'est uniquement dû à un problème donc d'angulation. Donc si vous avez bien écouté ce que Stéphane vient de vous expliquer, ça arrive vraiment très rarement. Si l'aiguille casse, elle va casser comme un forehead gates, elle va casser à la base. Donc simplement avec une petite pince bouge, vous la retirez hyper facilement. Donc moi, je vous conseille pour vos débuts d'avoir toujours une pince bouge dans vos tiroirs à anesthésie pour récupérer l'aiguille en cas de casse. Dans tous les cas, l'aiguille ne pourra pas s'enfoncer plus loin et ne pourra pas ressortir en bouche. Et il ne risque pas d'ingérer ou d'inhaler l'aiguille. Donc, en soi, c'est embêtant, mais ce n'est pas grave. On récupère. Oui, d'autant plus que c'est pas vissé, quoi. C'est pas un instrument dans un canal. Donc c'est vraiment, ça couisse très facilement. Donc, oui, ça arrive à tout le monde au début, en pédo et également en pratique généraliste. Après, ça n'arrive plus, mais bon, ça m'est arrivé D'où 2-3 fois, mais à l'importance chaque fois, d'avoir d'excellents points d'appui aussi en pédo, hein. Chez les enfants, c'est vraiment les points d'appui. Si la tête de l'enfant bouge, vos bras vont bouger et le suivre également, et vous n'aurez pas de casse d'aiguille, même si un enfant ne se laisse pas soigner, hein. Donc, je pense notamment aux patients qu'on peut avoir qui sont handicapés ou qui sont très difficiles. J'utilise quand même une anesthésie intra-osseuse, mais voilà, j'ai des très bons points d'appui. Ok, super. Bon, je crois qu'on n'a plus de questions. De toute façon, donc vous avez nos mails pour les questions. Donc ça, c'est à votre disposition. La suite du programme, donc vous avez, pour ceux qui n'ont pas pu assister, les replays qui sont disponibles pour les 3 premières, d'ores et déjà pour les 3 premiers webinaires, anesthésie ostéocentrale généralité, l'omnipratique, l'endo. À partir de demain, le replay, je crois que c'est demain, le replay du webinaire d'aujourd'hui sera disponible. Vous recevrez les liens sur votre email si vous êtes enregistré. Et je vous invite à nous rejoindre le 11 juin, la semaine prochaine, pour un webinaire avec le docteur Le Guédard sur la gestion des rendez-vous longs. Et là, on va parler d'omnipratique et sur les leviers de rentabilité. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai terminé. Je pense que on va vous remercier et nous allons passer maintenant la parole à Isabelle, comme prévu, qui avait des petites choses à vous raconter sur des aspects pratiques concernant le Quick Sleeper dans cette période un petit peu difficile que nous traversons tous. Donc un grand merci à tous, merci Lauriane, et puis à toi Isabelle. Ok, merci surtout à tous les deux pour l'animation de ce webinaire. J'espère que voilà, vous avez toutes les informations sur ce thème spécifique d'anesthésie ostéocentrale en endodontie. Et comme indiqué pour ma part en introduction, dans cette période compliquée que vous traversez, Dental souhaite vous accompagner. Et donc, nous avons mis en place un prêt gratuit de Quick Sleeper pour vous. Vous pourrez donc mettre en place ces techniques et de voir par vous-même les bénéfices de ce type d'anesthésie, que ce soit sur les adultes ou sur les enfants.
Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de remplir le formulaire que vous avez en ligne ou de nous contacter par téléphone ou par mail. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour notre prochain webinaire.